Bienvenue tout le monde, aujourd'hui pour notre conférence sur la contribution de la France dans la guerre d'indépendance américaine en partenariat avec l'Alliance française Miami Metro. Je m'appelle Renée Ketchum et je suis responsable pour tous les cultural offerings pour AFUSA. AFUSA, Learn, Live and Love French de l'Alliance française. L'Alliance AFUSA, c'est le plus grand réseau d'alliances françaises au monde, avec au service de 26 000 apprenants de français chaque année. Regardons notre vidéo. Nous avons plusieurs événements nationaux à venir. Alors, on a le French Cinémathèque, le Rencontre des autres francophones, Liberty, Equality and Fashion. Alors, allez sur afusa.org pour enregistrer pour tous nos événements à venir. Quelques aspects logistiques et formats. Alors, cet événement se déroulera en français. Merci de rester en mode silencieux pendant la présentation. Activez le mode Speaker View. Veuillez poser vos questions juste après dans le chat. Et en cas de problème technique, reconnectez-vous après quelques minutes en utilisant le lien Zoom d'origine. Cet événement sera enregistré pour notre chaîne YouTube et la durée totale, c'est 1 heure. How to select translated captions. This is a new feature of ours. So in the meeting controls bar, click the show captions. Note you may have to click more than click captions. Next to the show captions icon, click the up arrow icon, and under captions and translation, enable translation and select the language you want the captions translated to. Alors, je suis ravie de présenter aujourd'hui Dominique Scobry. Dominique est le directeur exécutif de l'Alliance française Miami Metro depuis septembre 2024. Dominique apporte une vaste expérience internationale acquise au sein du réseau mondial des Alliances françaises. Originaire des Hauts-de-France, Dominique a étudié l'histoire et les civilisations à l'Université Charles de Gaulle, Lille 3. Dominique a également suivi une formation en gestion des institutions culturelles à Paris. Bienvenue, Dominique. Merci beaucoup René. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour l'Alliance française de Miami Metro, avec notre présidente, Madame Isabelle Leroux, de vous accueillir aujourd'hui pour cette visioconférence consacrée à un épisode majeur de l'histoire franco-américaine, la contribution de la France à la guerre d'indépendance des États-Unis. Alors que les États-Unis s'apprêtent à célébrer le 250e anniversaire de leur indépendance, il est particulièrement opportun de revenir sur les liens historiques profonds qui unissent nos deux nations depuis le XVIIIe siècle. L'engagement de la France aux côtés des insurgés américains, tant sur le plan militaire que diplomatique et financier, a joué un rôle déterminant dans l'issue de ce conflit et dans la naissance de la nation américaine. Pour nous guider dans cette réflexion, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Valérie Lagier, conservatrice en chef du château de Blérancourt, lieu emblématique de l'amitié franco-américaine et siège du Musée national de l'amitié franco-américaine. Grâce à son expertise et à sa connaissance approfondie de cette période, elle nous permettra de mieux comprendre les multiples formes qu'a prises le soutien à la cause américaine. Madame Lagier, nous vous remercions très sincèrement d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous vos connaissances. Nous sommes impatients de vous écouter. Madame et messieurs, chers amis, je vous souhaite une excellente conférence. Madame Lagier, la parole est à vous.
Alors, bah écoutez, je suis très heureuse de vous avoir tous en fait et de pouvoir vous parler un petit peu du musée franco-américain de Blérancourt, qui est un lieu assez exceptionnel. Après, je vais vous expliquer pourquoi ce musée consacre en fait une exposition et surtout deux salles permanentes à la guerre d'indépendance américaine et surtout à la place des Français dans cette guerre d'indépendance américaine. Tout simplement, le musée franco-américain de Blérancourt, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un lieu qui a été créé après la Première Guerre mondiale par Anne Morgan et Anne Murray Dyke, à la suite en fait de l'installation dans les ruines du château de Blérancourt, qui était un château du XVIIe siècle qui avait été en grande partie endommagé pendant la Révolution française et puis ensuite par la Première Guerre mondiale, puisqu'il avait subi beaucoup de dégradations étant donné que l'Aisne, dans lequel il se situe, qui est un département qui est dans le nord de la France, en Picardie, ce département a été occupé pendant 3 ans, de 1914 à 1917 par les troupes allemandes, a été donc à la fois un champ de bataille, puis ensuite une zone d'occupation, et a subi plusieurs moments de dégradation. Et donc ce château a hébergé donc cette organisation humanitaire qui a été créée par Anne Morgan et Anne Murray Dyke en 1917, qui s'appelait donc la section civile de l'AFFW, qui était l'American Fund for French Wounded, qui était au départ destinée à aider les hôpitaux français et les soldats français, et qui s'est transformée en organisation humanitaire destinée à aider les civils qui revenaient dans ce territoire qui venait d'être libéré, puisque les Allemands s'étaient retirés en mars 1917 le long de la ligne Hindenburg au nord. Donc ce territoire était de nouveau libre, mais les populations qui avaient subi en fait l'occupation allemande étaient dans une situation absolument affreuse. Ce département est le plus détruit de la Première Guerre mondiale. 90% du territoire a été détruit. Et donc, Anne Morgan et Anne Murray Dyke ont mis en place une organisation humanitaire extrêmement originale, uniquement féminine. Et pendant 7 ans, elles ont aidé les gens de l'Aisne. Il y a eu 650 femmes qui sont venues aider les gens de l'Aisne. Alors, il y a 328 américaines, mais aussi des anglaises et des françaises. Et à l'issue, en fait, de cette organisation, enfin, quand cette organisation ça a été dissoute en 1924, le château avait été racheté par l'organisation, restauré, et Anne Morgan et Anne Murray Dyke voulaient en faire un lieu de mémoire de l'amitié franco-américaine. Donc, dès 1924, on a collecté des œuvres, des archives, des livres, et la plus grande partie de ces œuvres, ces archives et ces livres étaient consacrés à la déclaration, enfin à la guerre d'indépendance américaine. Alors, je ne sais pas si on voit la première image, mais c'est vrai que du coup, on voit plus les images en fait du PowerPoint. Je ne sais pas si vous les voyez, moi je ne les vois plus. Donc, en fait, donc c'est un peu embêtant de ne pas les voir. Euh, je ne sais pas si c'est normal. Euh, voilà, donc en fait, cela explique pourquoi aujourd'hui ce musée qui a bien sûr a 100 ans, maintenant un peu plus de 100 ans, qui a bien sûr développé d'autres aspects, hein, en particulier tout ce qui concerne les volontaires américains pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi est aussi un musée d'art qui montre en fait la présence des artistes français en France du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle et le voyage des Français aux États-Unis, donc ces artistes français qui ont aussi vécu aux États-Unis. Donc c'est un musée qui en fait est vraiment un musée d'art à thème historique. Et donc, cette première œuvre qui introduit l'exposition que nous venons d'ouvrir là, le 4 juin autour de la déclaration d'indépendance des États-Unis est un dessin, une grande gouache préparatoire pour un grand tableau qui a figuré à Philadelphie pendant l'exposition universelle de 1876 qui marquait donc les 100 ans de la signature de la déclaration d'indépendance. Cet artiste français s'appelle Armand Dumaré. Charles-Édouard Armand Dumaré, et il avait préparé pour l'exposition universelle de 1876 4 tableaux pour le pavillon français, dont ce grand tableau que nous avons, nous, sous forme de dessin, enfin pas de gouache préparatoire. Il faut savoir que pour ce tableau, il y a une esquisse qui se trouve à la Maison Blanche, qui avait été offerte en fait par les descendants de l'artiste à Kennedy. Et pendant très longtemps, on pensait en fait que le tableau final avait complètement disparu. Et grâce cette année, parce qu'il y a vraiment des moments assez émouvants dans l'histoire des musées, nous avons retrouvé le tableau final, qui est un très grand tableau qui fait plus de 3 mètres de large, qui a donc figuré à l'exposition de Philadelphie
Philadelphie. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, bien sûr, c'est un tableau, une gouache qui montre en fait la signature avec les principaux signataires de cette déclaration d'indépendance qui marque en fait le début finalement des États-Unis, hein, puisque nous avons 13 signataires qui sont les 13 colonies qui sont en rupture avec l'Empire britannique. Et ces 13 colonies décident finalement de devenir une nation. Alors c'est un moment extrêmement symbolique qui a eu lieu à Philadelphie. Et donc, c'était aussi très symbolique que l'exposition universelle de 1876 ait lieu à Philadelphie. Alors, ce tableau, en tout cas le dessin, est dans nos collections permanentes, a été acheté par le musée en 1984. Et donc, il introduit en fait l'exposition que nous consacrons à la guerre d'indépendance. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la diapositive suivante. Alors, une fois cette déclaration en fait signée, il y a bien sûr avant même ça, puisque la guerre a commencé en 1775, hein, que les Américains, donc qui sont finalement en guerre contre l'Empire britannique, au départ n'ont pas beaucoup de succès. Donc Louis XVI ne sait pas encore très bien ce qu'il va faire, mais bien entendu, on a des agents, on a des espions aux États-Unis, en particulier le fameux baron de Kalb, qui donne la température à la cour de France en disant, bah, écoutez, finalement, on attend de savoir ce qui se passe, sachant que Louis XVI a une revanche à prendre sur l'Empire britannique. Vous savez qu'en 1763, la France a perdu la guerre de 7 ans contre les Britanniques, avec évidemment les colonies, a perdu aussi contre les colonies américaines, et la France y a perdu le Canada. Il a perdu aussi le Sénégal, donc la France a une revanche à prendre. Et évidemment, on peut s'étonner qu'un roi de France puisse soutenir finalement des rebelles contre un autre roi, qui est le roi d'Angleterre. Et on peut être surpris qu'une monarchie finalement puisse aider une république, hein, à s'installer. Mais il y a une raison à ça, c'est-à-dire les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Et donc finalement, on envoie donc des émissaires en France, hein. On envoie évidemment Benjamin Franklin, qui pour nous est, comme je dis toujours, les Américains ont fait de Lafayette leur coqueluche. Nous avons fait de Benjamin Franklin la nôtre, c'est-à-dire c'est notre Américain très français, Benjamin Franklin. Quand il arrive à la cour, en fait, il n'arrive pas directement à la cour. Il arrive à Paris. Il est reçu en fait à Paris, mais il loge donc à l'hôtel de Valentinois à Passy. Et il y reçoit lui-même une cour de tous ces gens qui sont fascinés par cette révolution qui est en train de révolutionner, on va dire, complètement l'histoire, hein. On sait que ce qui se passe là-bas est très important. Et il reçoit énormément de monde, et en particulier, il reçoit Lafayette, ce jeune Lafayette de 19 ans, qui est un officier, hein, qui est fasciné par cette aventure américaine et qui rencontre, par l'intermédiaire du baron de Kalb, qui rencontre donc Benjamin Franklin. Il faut savoir que Louis XVI, avant même de s'engager officiellement, va financer et va finalement aider au financement de la guerre en Amérique par l'intermédiaire de Beaumarchais et par l'intermédiaire en fait d'une société écran. Et on va faire passer en fait des fonds aux États-Unis pour soutenir la guerre. Donc la première aide française, elle est financière. Ensuite, on a ces fameux volontaires dont Lafayette est le plus connu, mais il y a aussi Noailles, Lauzun, etc., qui vont partir et qui vont, eux, entrer en guerre quelque part, mais dans l'armée américaine. Et donc là, la prochaine vue, si on peut avoir la deuxième la vue suivante, en fait, c'est un tableau de Hubert Robert, qui est donc un artiste extrêmement important, hein, pour la fin du XVIIIe siècle, qui montre en fait le départ de Lafayette. Donc Lafayette est suffisamment riche, il a une fortune personnelle qui lui vient de sa famille, il a 19 ans, mais il est suffisamment riche pour affréter un bateau. Ce bateau, c'est la Victoire. Alors, on associe toujours Lafayette avec l'Hermione. Il faut savoir que le premier bateau, ce n'est pas l'Hermione, c'est Lafayette part aux États-Unis avec la Victoire. Et vous voyez sur ce tableau, en fait, le drapeau
Le drapeau américain, alors ça peut vous surprendre, mais en fait, il venait d'être adopté et il a 13 étoiles. Et donc, c'est un drapeau qui est tout neuf. Et donc, sur ce tableau, on montre le drapeau américain. Alors, Lafayette ne part pas très officiellement. Pour quelle raison? Alors, on a toujours dit dans la légende que Lafayette était parti contre l'avis du roi. Pas complètement. Simplement, le roi ne pouvait pas officialiser le départ de Lafayette, puisque à cette époque-là, il n'était pas encore officiellement en guerre. Et donc Lafayette part sur ce bateau avec d'autres volontaires et se rend aux États-Unis, mais par l'Espagne. C'est-à-dire, il ne part pas des côtes de France, il part des côtes espagnoles, discrètement. Et il arrive aux États-Unis, il est introduit auprès de Washington par le baron de Kalb et on lui confie, alors au début, Lafayette le voit arriver en se disant, oui, bon, d'accord, c'est très bien d'avoir des officiers français, alors on est très content d'avoir des officiers de métier, ce qui manque un peu dans l'armée continentale, c'est-à-dire une armée qui soit formée, hein, qui ait fait ses classes. Ce sont beaucoup des miliciens, hein, des gens qui sont pas forcément formés au métier de la guerre. Et donc, ces officiers français vont être très utiles pour former aussi les troupes. Et puis, on a aussi des ingénieurs hein, militaires qui vont rejoindre cette armée continentale. Donc, on est très content de les voir arriver, en plus, évidemment, d'un soutien financier. Et donc Lafayette au départ est assez bon, on le regarde arriver, mais on n'est pas encore complètement sûr que ce jeune, parce qu'il est très jeune, hein, il a 19 ans, puisse être un atout pour l'armée américaine. Et à la bataille de Brandywine, il est blessé, mais il se distingue et en fait le Washington le distingue et s'aperçoit qu'en fait c'est un très bon officier et il va devenir d'une certaine manière le fils spirituel de Washington. Et Lafayette considérera Washington toute sa vie comme son père spirituel. Il ira jusqu'à appeler son fils, Lafayette va appeler son fils George Washington Lafayette, ce qui est quand même une marque de grande admiration pour Washington. Alors, ça, ce sont les premiers volontaires. Ceux-là vont combattre dans l'armée américaine. Donc, on a deux sortes d'engagement de la part des Français. On a ces volontaires hein, qui vont rester tout le temps dans l'armée américaine, ne vont pas combattre dans les armées officielles de Louis XVI. Et puis, nous avons un moment, alors la vue suivante, un moment très important qui est, alors je ne vous vois plus Dominique, je ne sais pas si c'est normal, je ne vois plus personne, donc est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on me voit? Oui. Donc, Tout bon, à fait, oui. donc ce moment très important qui est en fait qui a mis longtemps à arriver, c'est ce moment où Louis XVI remet à Benjamin Franklin, considéré comme un ambassadeur, hein, puisque jusque-là, pour être considéré comme un ambassadeur, il faut considérer le pays dont il vient comme une nation. Or, le moment très important pour l'histoire de la diplomatie française franco-américaine, c'est ce moment où Louis XVI signe un traité d'amitié et de commerce avec Benjamin Franklin, qui est signé à Paris, mais qui lui est remis officiellement à Versailles. Le roi a mis un an à recevoir Benjamin Franklin et le reste de la délégation américaine, donc il y avait Phileas Dean et Arthur Lee, il les reçoit à Versailles officiellement. Et donc, ce qui frappe, c'est le costume de Benjamin Franklin. Hein. N'oublions pas ce n'est pas un aristocrate, c'est un homme qui s'est fait tout seul, c'est un homme nouveau. Il ne porte pas de perruque à la cour de France. Il arrive avec un manteau sombre. Il est simplement vêtu. Il n'a pas donc de costume très riche, etc. C'est un homme nouveau qui incarne finalement aux yeux des Français cette République nouvelle. Et ce qui est très important, c'est le traité, alors qu'on ne voit pas là sur le groupe sculpté, qui est le traité d'amitié et de commerce, dont nous avons deux exemplaires originaux à Blérancourt, qui en fait est très important parce que quand vous faites un traité, vous reconnaissez l'autre comme étant une nation capable de signer un traité. Donc c'est finalement la première reconnaissance des États-Unis d'Amérique par un pays autre, qui est la France. Et il y avait un deuxième traité, qui est un traité secret, qui est le traité d'alliance. Ce traité d'alliance, il prévoyait qu'en cas de conflit enfin, je veux dire, on était alliés militairement. Sauf que ce traité était secret.
et que déjà le premier traité d'amitié et de commerce était un camouflet pour les Anglais, puisque vous savez que les colonies américaines étaient sommées et obligées de traiter, de commercer avec l'Empire britannique, n'avaient pas le droit de commercer en dehors de l'Angleterre. Donc, en mettant un traité d'amitié et de commerce entre les Américains et les Français, les Américains se dissociaient de l'Empire britannique, ce qui était très symbolique et très important. Alors, ce traité d'alliance qui prévoit que l'on entre en guerre côte à côte et qu'on ne signera pas de paix séparée, Louis XVI et Vergennes, hein, qui est son ministre, euh, en fait, vont très finement jouer pour ne pas être les agresseurs. C'est-à-dire, ils ne souhaitaient pas apparaître comme le pays qui allait agresser l'Angleterre directement. Alors, le premier événement, en fait, c'est l'événement qui va conduire au combat de la Belle Poule. Alors, je ne vous ai pas mis dans les diapositives cette étonnante estampe que nous avons en couleur qui montre une femme de la cour qui est coiffée avec un bateau sur la tête, qui est cet hommage, en fait, c'est la Belle Poule, c'est le combat de la Belle Poule en 1778 qui marque le début des hostilités. Et en fait, cette Belle Poule était le vaisseau qui avait transporté le traité aux États-Unis, ce traité d'amitié et de commerce et ce traité d'alliance. Et c'est en revenant qu'ils ont été agressés par des vaisseaux anglais au large des côtes bretonnes. Alors, cette première agression, alors on laisse l'autre agresser, ce qui est plus pratique, hein, on apparaît comme étant agressé, donc c'est plus facile moralement de dire j'ai été agressé, je riposte. En fait, ce n'est pas une vraie victoire française, c'est une semi-victoire, mais on l'a tellement fêtée en France, en particulier par des estampes, etc., que finalement c'était bon aussi pour le moral de dire que ce combat de la Belle Poule était une victoire. Alors, si on continue, après la prochaine en fait, diapositive, en fait, on va entrer en guerre de manière plus officielle. Alors là, on va envoyer des troupes. Les premières troupes que l'on envoie, ce sont des troupes, des troupes maritimes avec l'amiral d'Estaing qui part de Toulon. Alors pendant qu'on occupe les Anglais sur les côtes anglaises, on va faire partir en fait toute une flotte depuis Toulon pour aller, Toulon étant un des ports en fait qui était aussi un arsenal. Et il faut savoir aussi pourquoi en fait la France a perdu la guerre de 7 ans, c'est à cause de la marine. La marine anglaise était sur mer bien plus importante que la marine française, beaucoup plus armée, et que Louis XVI a profité de ces années entre 1763 et 1778 pour armer en fait la France, et en particulier sur le plan maritime, c'est-à-dire construire des vaisseaux qui pouvaient rivaliser avec les vaisseaux anglais. Même, alors on a des tas de tableaux qui montrent les chiffres de la marine anglaise et de la marine française. Et on sait que même en ayant fait un effort surhumain avec un ministre de la Marine qui était donc Sartine, on a quand même un retard. Et c'est pour cette raison en fait que Louis XVI fait appel en fait aux Espagnols, hein, tout simplement par une alliance des Bourbons, en disant que nous avons besoin de la marine espagnole pour arriver au niveau de la marine anglaise. Donc c'est pour ça aussi que on ne dit jamais que c'est une guerre quasi mondiale, puisque il n'y a pas seulement les Français, les Américains et les Anglais qui sont impliqués dans ce conflit, mais aussi les Espagnols et les Hollandais, puisque en fait chacun avait ses raisons d'entrer en guerre contre l'Empire britannique, pour des raisons toujours commerciales, toujours liées en fait aux colonies des uns et des autres. Alors, ici, nous avons un tableau très important qui appartenait à Anne Morgan, qui a été acheté par Anne Morgan et qui a été donné au musée à l'origine, alors qui fait partie de nos collections permanentes et qui montre en fait le départ d'un officier. Vous voyez qu'il a un uniforme blanc. Quand vous verrez Lafayette, en fait, il n'a pas d'uniforme blanc. Lui, il a l'uniforme de l'armée continentale, c'est-à-dire un uniforme bleu marine avec un revers jaune. Et en fait, ça, c'est un officier qui va partir, non pas un officier de marine, mais là, pour le coup, ce sont les troupes de Rochambeau, c'est-à-dire les troupes d'infanterie qui vont être déplacées aux États-Unis par évidemment des bateaux, puisque c'est de cette manière-là que l'on déplace les troupes. Donc Louis XVI envoie
un contingent d'infanterie il va donner le commandement, non pas à Lafayette qui est revenu pour solliciter évidemment l'aide de Louis XVI, et c'est dans ce deuxième voyage qu'il va partir avec l'Hermione, mais bien on va le confier à Rochambeau qui est beaucoup plus retaillé, qui est un officier qui a beaucoup plus d'expérience et qui va en fait diriger les troupes terrestres. Et dans le même temps, donc le comte, enfin l'amiral d'Estaing revient à Brest après on va dire quelques succès, en particulier à Grenade, mais quelques, on va dire demi-succès sur les côtes américaines. Et on va envoyer en fait l'amiral de Grasse qui va diriger les troupes maritimes. Et c'est la conjonction en fait des troupes maritimes et des troupes terrestres qui va permettre évidemment la victoire, hein, donc la victoire des Français et des Américains contre les Anglais. Alors, on va passer, alors là, on voit bien le départ de ce jeune officier. Alors, c'est un tableau d'un artiste de salon qui s'appelle donc Pierre-Alexandre Ville. On est un musée, c'est aussi l'occasion de le rappeler, on est un musée à thème artistique, à thème historique, mais on est un vrai musée d'art. C'est-à-dire que ces questions de la guerre d'indépendance sont traitées dans le musée depuis l'origine par des œuvres d'art de très grande qualité, en particulier ce tableau qui était un tableau de salon qui a été présenté au salon de 1785. Et donc, on a son pendant qui est le retour. En fait, après avoir s'être illustré aux États-Unis, on lui a donné la main d'une jeune fille, etc. Enfin, bon, c'est très inspiré par Greuze, hein. On a le côté très larmoyant, très, voilà, de la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce très beau tableau est dans nos collections permanentes. Et vous voyez que ce jeune homme, en fait, le buste que vous avez derrière, c'est Louis XVI, hein, en fait, qui, en fait, veille à l'envoi de troupes, de troupes de ces régiments, en fait, qui vont participer à la guerre d'indépendance. Alors, la prochaine diapositive va nous montrer un officier de marine. Alors, c'est le portrait de Gaston de Vauvineux et c'est un artiste malheureusement anonyme, donc nous ne savons pas qui c'est. Par contre, c'est très intéressant parce que on sait que c'est un. Alors, on dit portrait présumé de Gaston de Vauvineux, on le suppose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un officier de marine. D'abord parce qu'on voit un bateau au loin, que les cartes qui sont sur lesquelles qu'il est en train de montrer sont des cartes de la Martinique. Or, il y a beaucoup de combats ont eu lieu dans les îles à sucre, qui étaient donc restées en possession des Français, mais vous avez d'autres îles. Donc, toutes ces Antilles ont été le siège de combat permanent entre les troupes maritimes françaises et espagnoles d'ailleurs, et les Anglais. Et donc, on sait qu'il a participé à la guerre d'indépendance à cause des décorations qu'il porte. Si vous regardez bien, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, il y a deux décorations. Une décoration rouge, qui est donc la croix de Saint-Louis, qui était donnée en fait par Louis XVI à tout combattant qui s'était illustré dans cette guerre. Et surtout, il y a une deuxième décoration qui, elle, montre un aigle et qui a un ruban bleu. Et c'est la décoration des Cincinnati de France. Vous savez que les Cincinnati, donc, est on va dire comme une confrérie qui comprenait tous les anciens de la guerre d'indépendance côté américain, mais il y a eu une confrérie des Cincinnati de France qui a été créée juste après, et donc ces Cincinnati sont les anciens officiers de la guerre d'indépendance français qui ont combattu donc aux côtés des Américains dans cette guerre. Donc lui a été décoré, donc il a bien participé à la guerre d'indépendance. Donc ensuite, dernière, enfin pas dernière, mais on a donc dans nos collections, on a prochaine. Voilà, donc on a plusieurs combats maritimes. Celui-ci est particulièrement émouvant parce que donc la guerre est très meurtrière, hein. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette guerre, que ce soit des Français, des Espagnols ou des Américains ou des Anglais. Ici, c'est un combat maritime qui a failli coûter la vie aux deux équipages. En fait, c'est le combat de la Surveillante et du Québec. Alors, le Québec étant le vaisseau anglais, la Surveillante étant le vaisseau français qui était commandé par le marquis de Bouillé. Et au cours de l'affrontement, le mât en fait du bateau que vous voyez donc à droite, qui était donc la Surveillante, le mât a cassé. Et donc le bateau risquait de couler. Et en face, un boulet de canon a mis le feu au vaisseau le Québec. Donc ce qui s'est passé, c'est que tous les Anglais qui étaient les marins anglais qui étaient à bord du Québec ont sauté à l'eau pour éviter de sauter avec le bateau et ont été recueillis par l'équipage des Français et ont aidé
les Français à ne pas couler, c'est-à-dire que les deux vaisseaux auraient dû couler et ils se sont employés tous, côte à côte, les Français et les Anglais, à faire en sorte que ce bateau ne coule pas et puisse les ramener à Brest. Et ce qui s'est passé, c'est que comme ils avaient aidé à sauver le bateau de la surveillante, en fait, ils n'ont pas été considérés comme des prisonniers de guerre, mais comme des naufragés et n'ont pas été arrêtés ni emprisonnés. Donc je trouve cette histoire assez belle parce que ce sont les règles de la guerre, hein, qui, quand elles sont là, il s'agit de la vie humaine. Il y avait suffisamment de morts dans ce combat pour qu'on ne puisse pas, on ne laisse pas les Anglais mourir noyés et que les Anglais, de toute façon, s'ils étaient morts noyés, les Français auraient aussi péri, puisque le bateau, le bâtiment aurait sombré s'il n'avait pas été, en fait, si les deux ne s'étaient pas alliés pour le sauver. Donc c'est une assez belle histoire. Donc ce grand tableau, en fait, appartient au musée de Versailles et était en dépôt à Blérancourt depuis très très longtemps, était en réserve et est donc dans l'exposition. Il n'est pas présenté de manière permanente, mais vous pouvez le voir dans l'exposition. Alors ensuite, voilà. Alors ça, c'est un des grands chefs-d'œuvre qui est dans les collections. C'est le combat, en fait, qui met fin, non pas complètement, mais qui marque la victoire, en fait, des Américains, qui est le grand tableau du musée de Versailles, qui est chez nous depuis les années 30 et qui montre la bataille de Yorktown, la fameuse bataille de Yorktown en 1783, 1781, qui met fin pas complètement, mais qui marque finalement la victoire en fait des troupes françaises et américaines. Alors on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc vous avez la baie de la Chesapeake. Alors on ne le voit pas très bien sur la diapositive, mais vous avez des vaisseaux en fait qui sont dans la baie de la Chesapeake. Donc avant ce combat donc de la bataille de Yorktown, vous aviez eu une bataille navale qui avait eu lieu entre le comte de Grasse et l'amiral Hood, qui avait été gagnée par les Français et qui a permis de, quelque part, d'empêcher les Anglais qui étaient retranchés dans le fort de Yorktown, que vous voyez donc dans le tableau, le Cornwallis, qui était donc retranché dans ce fort et était encerclé par à la fois les troupes françaises que vous voyez de Rochambeau qui sont en bas, en fait les troupes en blanc là que vous voyez converger vers le fort, et puis les troupes de Washington, Lauzun et Lafayette qui sont les troupes de l'armée continentale qui se rejoignent et qui vont prendre en sandwich en fait les troupes anglaises qui étaient donc dans le fort de Yorktown. Ils n'ont pas pu s'évacuer et s'échapper par la mer, puisque la mer était tenue par le comte de Grasse. Donc c'est la combinaison à la fois des troupes maritimes et des troupes terrestres qui a permis en fait la victoire de Yorktown. Cette victoire de Yorktown qui, quelque part, même s'il y a eu des combats encore en 82, par exemple à Saintes ou à Saint-Christophe, etc., ces combats n'ont pas remis en cause la grande victoire qu'était Yorktown, qui met quelque part fin au conflit et qui marque en fait la prééminence des Français et des Américains contre les Anglais. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il faut se rappeler comment se construisent les combats à l'époque. Il faut imaginer quels sont les moyens de communication, hein. On est quand même c'est très loin de la France. On communique avec la France par bateau. On envoie des instructions depuis Paris, depuis Versailles, à des bateaux qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Il y a un temps, en fait, pour répondre et il faut quand même pouvoir faire une stratégie militaire, sachant qu'il faut communiquer aussi avec les troupes terrestres. Et finalement, c'est presque un miracle que ces troupes terrestres de Rochambeau, qui étaient cantonnées beaucoup plus au nord, les troupes de Washington, de Lauzun et de Lafayette et les vaisseaux en fait de l'amiral de Grasse puissent converger au même endroit, au même moment et prendre finalement faire une victoire de ce combat qui aurait pu ne pas du tout tourner de la même manière. Donc voilà, donc c'est un peu un monument, ce grand tableau. Et cette victoire de Yorktown va être commémorée par énormément de tableaux. Nous avons beaucoup d'œuvres qui commémorent Yorktown. Je ne les ai pas montrées dans ce PowerPoint, mais bon, en tout cas, voilà, je vous invite à venir. Et je voulais quand même finir sur une note assez amusante. C'est la dernière diapositive. C'est rappeler que Blérancourt se trouve dans le Soissonnais.
Alors, ça ne vous dit peut-être rien, mais Soissons est à 20 kilomètres de Blérancourt. Blérancourt est dans la région du Soissonnais et le Soissonnais, donc, est un régiment de Louis XVI qui, donc, c'est le personnage qui est tout à fait à gauche, puisque nous avons une série de 30 gouaches de Nicolas Hoffmann qui ont appartenu au baron de Kalb, le fameux baron de Kalb qui était cet espion de Louis XVI, qui est aussi celui qui a permis à Lafayette de rencontrer Benjamin Franklin et finalement qui est à l'origine de l'engagement de Lafayette. En fait, le régiment du Soissonnais a participé à la bataille de Yorktown. Il a participé à d'autres combats pendant la guerre d'indépendance, mais il était surtout présent à Yorktown. Donc pour nous, Blérancourt, on peut se dire qu'il y a des gens du Soissonnais qui ont participé à la guerre d'indépendance et à la bataille de Yorktown. Donc c'est aussi un lien qui se crée entre Blérancourt et la guerre d'indépendance. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai parlé de tout. Il y a aussi évidemment l'engagement financier parce que c'est une guerre qui a quand même coûté beaucoup d'argent. On a parfois dit que c'est aussi ce qui avait précipité la chute de Louis XVI, mais en fait, cette, euh, cette guerre d'indépendance n'a pas ruiné la France. C'était aussi une revanche sur l'Angleterre. C'était très important pour Louis XVI de montrer que la France n'était pas une nation perdue. Elle a récupéré certaines de ces... à l'issue donc il y a eu donc un traité qui a été signé à Paris et à Versailles, donc qui met fin à cette guerre d'indépendance. Il y a eu deux traités, en fait, un traité qui a été signé entre les Américains et les Anglais, et un autre traité qui a été signé entre la France et l'Angleterre, qui a été signé à Versailles en 1783 et qui met fin au conflit. Alors, ça ne veut pas dire que Français et Américains seront toujours amis, puisque pendant 250 ans, nous avons eu des hauts et des bas. Mais quand il y a eu des conflits importants, les Français et les Américains ont été côte à côte. C'est ce que Anne Morgan voulait rappeler en collectionnant en fait beaucoup d'objets, et pas simplement Anne Morgan, mais tous ceux qui ont présidé en fait à la création du musée franco-américain de Blérancourt. Des gens comme Anne Meréveil, par exemple, qui est une grande donatrice du musée et qui était en fait celle qui a créé l'American Fund for French Wounded pendant la Première Guerre mondiale et qui est une Van Rensselaer, les Van Rensselaer étant une des plus anciennes familles des États-Unis puisqu'ils étaient sur le Mayflower. Donc ce sont des gens des familles très très importantes, et dans sa famille, il y a des gens qui ont participé à la guerre d'indépendance, et donc elle nous a donné beaucoup d'archives de la guerre d'indépendance. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a un fonds d'archives 18e consacré à la guerre d'indépendance, qui est très important. En particulier, on a énormément d'archives maritimes, c'est-à-dire des archives qui montrent, par exemple, des journaux de bord d'officiers de marine qui ont participé à la guerre et qui nous racontent les combats maritimes. Donc, on en a beaucoup. On a aussi des papiers militaires, hein, de gens qui ont participé à la guerre d'indépendance. Donc, on a mis dans l'exposition, par exemple, des, euh, des personnages comme le baron de Retz, donc la forêt de Retz étant pas très loin de Blérancourt, qui lui était dans le régiment de Touraine, et il a fait toute la guerre d'indépendance. Donc on a ces états de service, on a les états de service de soldats qui, pendant la Révolution et l'Empire, essayent de faire valoir leurs états de service militaire, alors que le gouvernement, enfin que le régime a changé, et eux ont participé à la guerre d'indépendance dans les troupes de la monarchie. Donc voilà. Et donc on a beaucoup de documents comme ça qui nous font toucher du doigt en fait le côté humain de cette guerre, avec des gens dont on a les noms, des parcours, et puis le récit au jour le jour des combats, de la manière dont on vit sur ces vaisseaux. Donc c'est pas simplement en fait un- une c'est pas simplement détaché, c'est-à-dire qu'on a à travers les œuvres d'art souvent une vision un peu, comment dire, idyllique en fait de ces combats, mais nous on a aussi les archives beaucoup plus humaines, hein, qui montrent que ce sont des humains qui ont participé à ces combats, et donc c'est bien de s'en rappeler. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas. J'entends plus personne. Alors Merci, merci beaucoup. Alors, je crois on a une question dans le chat. oui. Alors, c'est Nathalie Bonson qui pose cette question. Merci pour votre communication formidable. Pourriez-vous parler de l'influence des penseurs et philosophes français sur la déclaration d'indépendance? Je sais que John Alors, Locke marquait l'esprit des écrivains, Jefferson, Adams, etc., mais je suis curieuse du rôle des Lumières françaises et comment elles figuraient dans la conception de liberté et les idées de la déclaration. Alors,
je pense qu'il y a des influences croisées, Voltaire bien sûr, mais je pense aussi que les Français, on oublie en fait que l'influence est venue des deux côtés. Mais je pense qu'il est plus facile de parler de l'influence finalement de la Déclaration d'indépendance sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sachant que toutes les deux sont nourries des idées des Lumières. Mais il faut jamais oublier que en fait c'est Jefferson qui est à l'origine pour en grande partie de l'écriture en fait de la rédaction en fait de la Déclaration d'indépendance, mais que Lafayette est aussi à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'il a été fortement influencé par la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Nous avons au sein du musée de Blérancourt, nous avons un miroir magique qui montre en fait les trois textes fondateurs de nos démocraties, la Déclaration d'indépendance, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et the Bill of Rights. Et ce miroir magique permet de mettre en lumière en fait les idées qui sont communes. Donc certes, les idées des Lumières françaises ont inspiré la Déclaration d'indépendance, mais il n'y a pas que les Lumières françaises, il y a bien sûr les Anglais et puis Thomas Paine, mais nous avons, nous aussi, beaucoup pris des Américains dans notre Révolution française. Voilà. Alors, la France était impliquée parce qu'elle voulait reprendre le Québec. Non, les Français ont toujours n'avaient pas pour ambition de reprendre le Québec. Ils ont fait le deuil du Canada, enfin, assez vite. Par contre, ils ne voulaient pas perdre les îles à sucre. C'était très important pour le commerce. Évidemment, vous savez, le commerce triangulaire. On n'en a pas parlé, mais bon, c'est vrai que on ne pouvait pas perdre la Martinique, on ne pouvait pas perdre la Guadeloupe, qui étaient des îles à sucre extrêmement importantes pour le commerce français. Donc, non, Louis XVI n'a jamais eu l'ambition de reprendre le Québec. Alors, après la guerre d'indépendance, Lafayette. Alors, chez nous, Lafayette, il est surtout connu pour, eh bien, pendant la Révolution française, il a dirigé la garde républicaine. Donc, c'est quelqu'un, Lafayette, qui a changé beaucoup selon les régimes. Donc, c'est un personnage double tranchant en France. Donc, autant aux États-Unis, il est encensé, autant en France, on a une vision un peu plus modérée de Lafayette parce que ses prises de position pendant la Révolution n'ont pas toujours été très bien comprises. Donc, voilà, c'est un personnage plus, comment dire, euh, il y a eu plusieurs vies, il y a eu plusieurs Lafayette, donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas un personnage monolithique, Lafayette, mais bon, voilà. Je ne suis pas une spécialiste de Lafayette, mais après avoir vu l'exposition de Lafayette aux Archives nationales, je me suis rendu compte. Alors, quel était l'intérêt de l'Espagne se joindre aux Français contre l'Angleterre? Toujours leurs intérêts commerciaux et leur propre colonie, en fait, hein, défendre leur propre colonie contre les Anglais. Et donc, ils ont d'ailleurs, c'était leur seul intérêt hein, de se joindre à ce conflit, c'était toujours des intérêts commerciaux parce que l'Angleterre était reine sur les mers et que ses prétentions en matière de colonisation et de commerce étaient parfois dangereuses pour les autres pays, dont l'Espagne, qui avait de très importantes colonies en Amérique. Alors, plusieurs questions. Euh, Entre Lafayette et je vois pas très bien, je vois pas la suite. Alors, l'intérêt d'Espagne, vous avez déjà répondu Ouais. à la question. Ok, merci. Non, et rien d'autre après. Alors, Dominique, est-ce que vous avez quelques mots pour conclure? Il faut qu'il remette son Ben, micro. hum, On l'entend pas. il y avait la question ici sur la relation entre Lafayette et Rochambeau. Ah, alors, Voilà. la relation entre Lafayette et Rochambeau, en fait, Rochambeau est beaucoup plus âgé, Rochambeau est un officier retaillé. La relation, je ne sais pas s'il y a vraiment une relation, c'est simplement que Lafayette aurait bien voulu diriger les troupes de Louis XVI. Louis XVI n'a pas souhaité confier les, les rênes d'une telle armée à un jeune officier. Donc, Rochambeau était beaucoup plus retaillé et aurait été beaucoup plus accepté par ses hommes. Donc, il n'y a pas forcément une relation directe, simplement ils ont collaboré dans le cadre de la guerre d'indépendance.
Oui, il y a une autre question ici. La Nouvelle-France existait-elle déjà jusqu'à la Nouvelle-Orléans? Alors, la nouvelle... Ouh, alors là, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne suis pas suffisamment compétente sur ce sujet. Donc, je suis désolée. Là, vraiment, je suis un petit peu... Ça dépasse un petit peu mon cadre de connaissances. Là, je ne pourrais pas vous répondre de manière assez précise. D'accord. Sauriez-vous combien de Français sont partis se battre en tant que volontaires? Alors, volontaires, je ne sais pas, mais en tout, c'est presque 10 000 hommes qui sont partis. Mais les volontaires sont à part. Les volontaires, ils sont peu nombreux parce que les volontaires, ce sont des officiers qui ont les moyens de partir aux États-Unis. Les volontaires sont ceux qu'on appelle volontaires, sont ceux qui sont partis dans l'armée de Washington. Les autres, ce sont les troupes de Louis XVI, c'est autre chose, c'est pas le même recrutement. Mais en tout, ça fait 10 000 hommes hein, quand même à peu Mm, près qui ont combattu auprès des Américains. Et il y a eu des morts, beaucoup de morts. Hein, c'est pas mm, un conflit qui a été sans, enfin, beaucoup d'hommes qui ont été blessés aussi, et sachant que à l'époque, un blessé a toutes les chances de devenir un mort, puisque la médecine de l'époque ne permet pas forcément de sauver, de mhm. sauver tout le monde. Est-ce que vous pourriez mentionner encore une fois le nom de la bataille avec les deux vaisseaux français et anglais Alors, qui se c'était la sont... bataille de la Surveillante, en fait. Hein. Ah, d'accord. On appelle, donc, c'était au large de Ouessant, le combat de Merci. la Surveillante, en 1779. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat s'il y en a d'autres. En tout cas, je vous invite, quand vous venez en France, à venir découvrir Blérancourt, qui est un très joli endroit, qui est à la fois un château du XVIIe siècle, un musée à une architecture contemporaine et des jardins du Nouveau Monde qui ont été créés par les amis américains dans les années 90-2000 et qui, en fait, sont des jardins qui ont été dessinés par des paysagistes américains, dont Madison Cox et Mark Rafkin, qui sont deux très grands paysagiste américain et un autre français qui s'appelle Michel Boulcourt. Et donc, ce sont des jardins remarquables. Et on est à la fois jardin remarquable, musée de France, monument historique. Et donc, voilà. Et on est situé dans une toute petite commune qui s'appelle Blérancourt. Et on est un musée national du ministère de la Culture au milieu de la campagne. Voilà. Et on a aussi, je vous invite à connaître les amis américains de Blérancourt qui sont situés à New York, les American Friends, qui nous soutiennent financièrement et qui nous soutiennent dans toutes nos activités. Et on a aussi des amis français donc qui sont aussi nos soutiens. Donc on a deux associations. Et puis si le comité américain vous intéresse, j'ai publié cette année un livre qui existe en français et en anglais autour du comité américain pour les régions dévastées et donc qui s'appelle, en fait, que j'ai là, si vous voulez. Donc les deux livres, le voilà, hein, en français et en anglais. L'un s'appelle Les Américaines du Card, enfin Au secours de la Picardie, les Américaines du Card, et qui existe aussi en anglais, To the Head of Picardy, American Women of the SADF, 1917-1924, et qui fait le point sur toute l'histoire de ces Américaines et beaucoup sur ces femmes américaines, c'est-à-dire qui elles étaient, pourquoi elles sont venues nous aider et quel est leur parcours. Et certaines de ces femmes, il faut le savoir, en tout cas, il y en a une qui est très importante pour l'histoire de la diplomatie franco-américaine, c'est Lucy Hutcherson Curtis, Lucy Hutcherson Curtis, qui était donc la première femme consul des États-Unis, qui a été donc une femme qui a reçu finalement du Foreign Office le droit d'être consul en Suisse pour les Américains, enfin pour l'Amérique, donc qui représentait son pays en Suisse. Et c'est la première fois qu'une femme le faisait. Et cette femme a été secrétaire de Anne-Marie Dyck à Blérancourt en 1917. Donc voilà, ce sont des femmes remarquables, il y en a beaucoup. Et donc ce livre essaye justement de personnaliser, de se rappeler pourquoi ces femmes sont venues nous aider dans la Picardie. Elles n'ont jamais été oubliées et donc elles restent dans la mémoire collective des gens de Blérancourt et des 127 communes qui ont été aidées par le comité américain pendant 7 ans. Voilà. Très bien. Ben, j'espère que vous viendrez nous voir à Blérancourt en tout cas. Absolument.
Un grand merci à vous, Madame Lagier. Alors, je crois qu'il y a tout le monde dit dans le chat, comme vous pouvez voir, merci beaucoup, incroyable. Baba. Alors, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir accueilli sur notre programme aujourd'hui. Et Dominique, est-ce que vous avez quelques mots pour conclure? Oui, oui, absolument. Moi, je veux remercier Madame Lagier parce qu'elle nous a préparé à célébrer le 4 juillet 2026 bien différemment de ce qu'on faisait auparavant, puisque maintenant nous avons l'information en main. Et effectivement, je crois que cette commémoration du 250e anniversaire, elle se prêtait à réaffirmer toute cette coopération, cette collaboration française et ces liens si étroits qui unissent aujourd'hui la France aux États-Unis. Alors merci beaucoup Madame Lagier pour vraiment votre participation, pour ce partage ce matin. Et puis je crois que je vais conclure comme vous, pour tous nos amis américains et peut-être français, parce qu'il y a aussi des Français qui nous écoutent, allez à Blérancourt. Hein. Moi je connais Blérancourt, j'aime beaucoup Blérancourt. Notre présidente connaît aussi très bien Blérancourt et on est deux adeptes, on est deux fidèles, on admire, le lieu est superbe, le château, et vous dites les ruines, mais il reste de très belles ruines quand même à Blérancourt, Oui. et la collection, franchement, la collection est exceptionnelle. Hein. La richesse de la collection du château de l'amitié franco-américaine ne peut pas être ignorée. Alors merci à vous, madame, c'était un bel événement, et nous espérons vous retrouver, parce que, comme vous l'avez dit, il y a plein d'autres sujets possibles, et les Américains et la France, ça n'est pas que la guerre d'indépendance. Ce n'est pas que la guerre d'indépendance. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on Exactement. peut Merci à vraiment vous. avoir d'autres sujets en commun. Et moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Dominique, de m'avoir invité. Et je remercie toutes les alliances françaises d'avoir finalement souhaité entendre parler de Blérancourt à l'occasion des 250 ans. Et donc, bah, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et si vous venez, n'hésitez pas à me contacter directement. Je serai très heureuse de vous accueillir personnellement à Blérancourt. Voilà, donc vous aurez une visite private, le private visit pour tous les gens qui viendront. Voilà. Merci à vous, madame. Merci à vous. Ok, Et à très bientôt à tous les à amis très des bientôt. Alliances françaises. Ok. Bon, eh ben, écoutez, je vous dis au revoir en tout cas. Et Au puis revoir. bonne journée. Vous, votre journée est à peine entamée, la nôtre est presque finie. Voilà. Voilà, voilà. On vous libère Ok. de façon à ce que le musée puisse fermer en toute sécurité Voilà, à parce que 18 sinon je heures. vais vous faire sonner les alarmes Voilà. dans votre réunion. Ok, au revoir. Merci, madame. Merci Merci beaucoup. à vous. À Au très revoir. bientôt. À très À bientôt. bientôt. Au revoir.